Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Vous connaissez forcément Lockheed. C'est des mecs un peu perchés, ils font des avions un peu révolutionnaires, tu vois. Et ben j'aimerais vous raconter le moment où ils ont tous pété un câble en même temps, tu vois. Genre, c'était même pas une demande de l'État, cet avion, mais ils l'ont fait quand même, ou du moins l'étude de cet avion. Ils vont créer spontanément un avion d'un niveau jamais vu à l'époque, et c'est le F-104. Il a été créé plus précisément par une branche de Lockheed, nommé le bureau du Skunk Works. Alors derrière ce logo tout mignon se cache un groupe de gens. En fait globalement c'est des craquettes qu'on a trouvées sous un pont. Lockheed les a récupérés, ils les ont formés et ils ont fait le bureau avec. Bon, c'est faux, ils les ont pas trouvés sous un pont, mais ils étaient quand même bien perchés. Ils sont à l'origine d'avions genre le P-38, le P-80, le U-2, mon armement fou, le SR-71, le F-117, indétectable. D'ailleurs, voilà. Le F-22 est l'avion le plus surcoté de l'histoire de l'aviation par les politiques actuelles, mais bon, voilà. Hein. C'est l'ingénieur en chef, Kelly Johnson, en mars 1952, qui se lance dans l'étude de cet avion. Après la demande de certains pilotes liés à la guerre en Corée, en fait, ils ont découvert les MiG-15. Et ils étaient puissants, les MiG-15 à l'époque, très puissants. Et du coup, les Américains, ils se chient un peu dessus. Parce que les avions des Américains, à l'époque, étaient un poil sous-motorisés par rapport aux MiG-15 qui commençaient à vraiment bombarder. Donc voilà, il y avait un peu de retard. Et donc les pilotes ont demandé à Kelly Johnson de faire un avion pour ça. Ils voulaient un intercepteur bisonique. Le développement est validé par l'US Air Force en janvier 1953. Et ils se mettent au travail. Bon, déjà à l'époque, si tu veux aller vite, il n'y a pas 36 solutions. Les ailes, c'est en option. Bon, j'abuse un peu, hein, mais bon, quand même. Parce que c'est cette forme assez exceptionnelle qui lui donnera le surnom de missile piloté. Voilà, le but c'est d'aller le plus vite possible, quitte à sacrifier l'autonomie du bordel. C'est pour ça qu'il avait un temps de vol assez ridicule par rapport à ses homologues de l'époque, avec un rayon d'action du coup qui est largement limité par ça. 672 km c'est très peu par rapport à aujourd'hui, hein, quand t'as Rafale, un rayon d'action d'environ 1300 km, c'est sûr que c'est quand même le double, c'est pas mal. Donc ils commencent un peu le développement. Déjà, ils font des tests en soufflerie, parce que le but c'est la vitesse, donc faut bien tester l'aéro. Hein. Comme j'ai dit, les ailes, c'est en option, du coup faut les faire le plus petites possible. Voilà. La longueur des ailes, la taille si vous voulez, entre le fuselage et le bout d'aile, c'est 2 mètres. L'épaisseur des ailes à la jonction avec le fuselage, c'est 10 cm. Et en bout d'aile, c'est 5 cm. C'est tout petit. Vraiment tout petit. Tellement petit que certains ingénieurs n'y croyaient pas. Du coup, ok, les tests en soufflerie ça marchait, mais maintenant il fallait faire un cas un peu pratique. Du coup, ils mettaient des fausses ailes sur des missiles. Littéralement, des missiles, ils les lançaient avec des ailes boulonnées dessus. Et ça donnait lieu à des images incroyables où on voit en fait les contraintes aérodynamiques sur les ailes, des déformations si violentes que parfois juste elles se cassaient. Comme vous voyez sur ces images, c'est hyper impressionnant. Ils ont aussi testé ça avec la queue de l'avion. En fait, ils mettaient un faux exemplaire de la queue sur le missile et ils voyaient ce qui se passait. Il y aura des centaines de maquettes testées en soufflerie pour voir quel est le plus optimisé. Et finalement, ils resteront sur un design assez proche de ce qu'ils avaient au début. Petite info sur le train d'atterrissage également. Vu que c'est un petit avion, il n'y a pas beaucoup de place pour les trains. Et du coup, il y avait une cinématique assez intéressante pour l'époque, quand même, pour faire rentrer le train en limitant au maximum son encombrement. Parlons également du siège éjectable. Alors ça c'était vachement con. Ils l'ont orienté vers le bas. Pourquoi ? Parce que les pilotes avaient peur de se faire découper en 3 par la queue quand ils décollaient. Sauf que si t'es à 10 mètres de haut et que tu t'éjectes vers le bas, c'est pas la queue que tu vas te manger, c'est le sol hyper violemment. Du coup, au bout d'un moment, ils se sont un peu réveillés, ils se sont dit bon, on va peut-être essayer de le faire dans l'autre sens. Donc au final, les versions définitives auront le siège éjectable qui ira vers le haut. Mais les premières versions ne l'auront pas. En parlant de versions, du coup, donc on a les premiers prototypes qui sortent. Il y en aura 2 de construits, les XF-104. X pour expérimental, puis 17 avions de pré-série, les YF-104. Le premier vol d'un F-104 se fera avec Chuck Yeager. Vous savez, c'est le malade mental là qui a passé le mur du son pour la première fois de l'humanité à 24 ans, plus de côtes cassées. Allez voir ma vidéo sur le Bell X1, j'en parle dedans. Ce premier vol, il a lieu seulement 1 an et 3 mois après que l'US Air Force ait mis son feu vert. Vous avez vu la vitesse de développement. Je vous dis, les mecs, c'est des malades mentaux. Ils sont hyper forts. Et en plus, l'avion était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Personne n'avait jamais vu ça. Et personne n'avait développé d'avion comme ça. C'était vraiment impressionnant. Par contre, les gens un peu moins forts, ou cinglés, je sais pas, c'est les motoristes. C'est vraiment un running gag sur ma chaîne, c'est un truc de ouf. Les motoristes sont toujours en retard. Je ne vais pas le dire. Un litre de pureté. Sur les premiers protos, du coup, ils mettent un moteur provisoire, le J65, qui a une poussée un peu limitée, quand même. 3,2 tonnes de poussée, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un avion de cette taille. Même s'il est léger, c'est pas une plume, hein, voilà. Sachant qu'en plus, 3,2 tonnes, c'est vraiment la moitié de ce qu'ils voulaient sur le moteur final, qui arrivera un peu plus tard, et c'est le J79, avec cette fois-ci 8 tonnes de poussée avec post-combustion. C'est un peu le jour et la nuit, quand même. Donc les 2 appareils au moteur provisoire, donc les 2 prototypes, ils seront détruits dans des crashs.
Voilà, vous verrez, ces avions ne sont vraiment pas des exemples de fiabilité. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir dedans, donc on va en reparler un petit peu. Pas joyeux, mais c'est comme ça. Néanmoins, les premiers tests se passent plutôt bien, hein. L'US Air Force commande 15 F-104A, cette fois-ci avec la motorisation définitive, et ils continuent à faire leurs tests avec. Et ça se passe plutôt bien, parce qu'en avril 1955, c'est la première fois que l'avion passe Mach 2. En 55, c'est quand même pas mal. Néanmoins, la même année, il y aura le premier accident qui inclura la perte d'un avion. En gros, t'as Herman Salmon, un crack mental, aux commandes, qui faisait des tests de tir au canon, et lors de son deuxième test, en fait, le canon subit une grosse explosion qui endommage l'avion, tellement que il perd complètement le contrôle de l'avion. Il s'éjecte au final, donc il s'en sort, ça va. Par contre, l'avion, il est foudroyé, il est irrattrapable, on peut plus rien faire, il y a un tas de débris, si vous voulez. Parlons du canon en question, parce que c'est un gros bousin. Le General Electric Vulcan M61, il pouvait tirer 6000 obus de 20 mm par minute. C'est énorme, vraiment c'est énorme, surtout pour l'époque, c'était vraiment le canon le plus rapide du monde. En armement complètement débile aussi, il pouvait transporter une ogive nucléaire. Sauf que c'est gros, une ogive nucléaire. Du coup, pour l'envoyer, vu que c'était un peu une fusée, il y a une sorte de trapèze qui a été construit sous l'avion, qui est rentré à moitié dans le fuselage, qui se déployait et qui lâchait le missile pour éviter d'endommager l'avion. Figurez-vous que ce système a été créé en 60 jours. C'est hyper fort d'aller aussi vite pour ça, sachant que le truc pouvait opérer quand même à des vitesses supersoniques. Malheureusement pour le projet, malgré tous les ajouts qui ont été faits, les bidons, l'armement, tout ça, l'US Air Force n'aimera pas. Ils veulent des avions toujours plus gros, toujours plus puissants, qui peuvent faire de plus en plus de choses, parce que bon, essayer de dogfight avec un F-104, c'est pas ouf, hein. Du coup, ils se disent, bon, on va essayer de l'exporter, et là, pour le coup, ça marchera très bien. À l'international, l'avion aura un énorme succès, que ce soit en Europe, que ce soit même en Inde, plein d'alliés des Américains. Et d'ailleurs, pour faire sa pub, il a fait énormément de records, notamment contre son concurrent de même nationalité, mais quand même un concurrent, le F-4 Phantom. Le record de vitesse battu par cet avion, c'est de 2259 km/h, en 1958. L'altitude, tenez-vous bien, 31,5 km. C'est énorme, la stratosphère quoi. Et ce, en fin 1959. Et en vitesse ascensionnelle, tenez-vous bien, c'est énorme. Il est allé à 12 000 mètres en 1 minute 40 et à 25 km en 4 minutes 26. Et ce, en 1958. Les mecs, ils sont trop forts. Trop forts. Ils ont fait des petites expériences aussi. Comme par exemple sur ces images, vous pouvez voir que les ingénieurs ont mis une grosse fusée sur la queue de l'appareil pour générer une énorme poussée. En fait, cette poussée-là permettait aux astronautes à s'entraîner de piloter l'avion sous gros facteurs de charge, notamment d'accélération. Donc c'était pas mal pour aller dans l'espace, par exemple. Il y a aussi la première femme à avoir passé le mur du son qui a volé sur cet avion. C'est Jacqueline Cochran. Bon, dites-le en anglais s'il vous plaît, moi je ne saurais pas le dire. Qui devient du coup la première femme à passer le mur du son sur cet avion. Il aura connu le combat au Vietnam, un petit peu. Dans l'US Air Force en tout cas, où il combattra un petit peu les MiG-17 soviétiques. Alors petit quiz, quel pays européen partage une frontière avec la France, frontière d'ailleurs très contestée pendant le XXe siècle, qui aime bien un petit peu les voitures de course, avec une armée de l'air qui s'appelle la Luftwaffe? Bravo, c'est l'Allemagne. S'ils veulent vendre à l'étranger, il faut vendre à l'Allemagne, parce que les Allemands, ils aiment bien les avions américains, surtout à l'époque. Vous savez, c'est l'époque du mur de Berlin, évidemment. Et la philosophie de l'entreprise à l'époque, quand ils voulaient vendre à l'étranger, il fallait que la production s'adapte aux clients. Du coup, les Allemands ont voulu modifier certaines petites choses. Par exemple, ils voulaient pouvoir le ravitailler en vol. Ce qui est plutôt bien, parce que oui, effectivement, ils volaient pas très loin, sinon. Hein. Donc ce ravitaillement en vol là était pertinent, ils ont fait des tests, pas toujours concluants, hein, comme vous voyez sur ces images, mais quand même, il y a eu des tests. Et ils voulaient aussi des petites spécifications pas évidentes à tenir, comme par exemple décoller et se poser sur des très courtes distances. Du coup, ils avaient comme idée de freiner l'avion avec une barrière élastique, si vous voulez. Ce qui donnera lieu à des tests un petit peu brutaux, comme par exemple, juste ces images là, où on voit un putain de F-104 faire du drift. Voilà. Alors les Allemands, du coup, ils sont contents, ils ont leur avion pour atterrir vite, mais comment on fait pour décoller vite? Ah bah là, y a pas 36 solutions, hein. On fout une putain de fusée sous l'avion. Ils ont fait des tests, sur ces images-là, vous voyez des P-80, qui sont envoyés en l'air par des fusées. Bon, ça sera pas vraiment appliqué au F-104, même si, bon, la volonté y était. L'avion était réputé pour ses difficultés de pilotage. Il était vraiment pas évident. C'était très important de bien former les pilotes dessus, pour leur sécurité et évidemment pour la sécurité de l'avion. C'est l'un des premiers avions qui imposait des normes d'apprentissage des pilotes. Et heureusement qu'il y avait au moins ça, parce que ça a même pas empêché beaucoup d'accidents d'arriver. Et on va reparler des Allemands un peu, parce que c'est eux qui ont perdu le plus d'avions. Pourquoi? Alors là, les théories divergent un petit peu, mais effectivement, il y a eu beaucoup de modifications demandées par les Allemands, qui n'étaient pas forcément au point. Du coup, il y a eu beaucoup d'avions perdus comme ça, 262,
comme Messerschmitt 262, comme quoi tout est lié en aéronautique, c'est absolument incroyable. Tous ces accidents-là lui ont valu une réputation horrible de faiseur de veuves, ou encore de cercueil volant. D'ailleurs, avec tous ces accidents, la Luftwaffe va s'empêcher d'acheter des monomoteurs parce qu'elle veut absolument avoir des bimoteurs dans le cas où un moteur clams. Plus énormément de procès de la part des familles, enfin ça aurait été un vrai problème, il y a eu beaucoup de procès comme ça. En vrai c'est un peu normal, mais bon. Également dans les autres armées où il sera exporté, il y aura énormément de problèmes, mais bon, ça... Si je fais le tour de ce sujet-là, on en a pour très longtemps, donc je vous laisse faire vos recherches, c'est hyper bien documenté, vous en faites pas, vous avez juste à aller sur Wikipédia. Il sera construit en 2500 exemplaires. C'est énorme, vraiment, pour un avion de chasse. Et ce, à partir de 1954. Et il sera en production pendant 30 ans, jusqu'en 1983, où le dernier F-104 sera livré à l'Italie. Il y a eu plusieurs versions de cet avion. Des versions biplaces pour l'entraînement, des versions avec des caméras pour la reconnaissance, tout ça. Bon, je dis pas tout, encore une fois, allez voir Wikipédia, il y a toutes les infos dessus. Il aura également été produit sous licence, par exemple par Fiat, par Mitsubishi, par Canadair, produit sous licence en fait dans les pays où ils étaient créés afin de limiter les coûts, vous vous doutez bien. Voilà globalement pour ce que j'ai à dire sur cet avion. Je suis très content, j'ai appris plein de choses en faisant cette vidéo, c'est hyper intéressant. Je suis tombé sur un petit documentaire sur Dailymotion, je savais même pas que ce site existait encore tellement c'est de la merde. En tout cas, je vous mets le lien en description, c'est très complet, c'est vraiment cool. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu évidemment, je vous promets, je vais essayer de me calmer sur les avions des années 50, mais en fait c'est tellement intéressant que je peux juste pas m'en passer, en fait, voilà, il y a trop de choses à dire. Donc, je vais essayer de faire des progrès, on va voir. C'est une vraie maladie, comprenez-moi s'il vous plaît. Et moi je vous attends la semaine prochaine avec une vidéo un peu différente de d'habitude. Enfin, peut-être, je sais pas, je vais voir si je la finis entre temps. Sinon je vous proposerai autre chose. Mais voilà, je vous tiens au courant. Et je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt.